Mesdames et messieurs, je vous propose de partir à la découverte dans cette vidéo du boomer gauchiste originel, d'accord, du pur produit de la mondialisation technocrate, immigrationniste, Sciences Po, grande école de commerce, grand écrivain, le prix Goncourt, etc., qui maintenant, en 2026, nous vend la joie, la beauté et tous les bienfaits de la créolisation. Qu'il n'appelle pas le grand non, lui, il appelle ça, désolé mon téléphone qui sonne, il appelle ça la grande irrigation. Et du coup, ça sera de mon nouveau terme. Eh oui, parce que la créolisation sur YouTube, des fois je me tape des dollars jaunes pour ce mot-là. Eh oui. En revanche, la grande irrigation, ça c'est incroyable comme mot, et il va nous en parler. Voilà, la France devrait se faire irriguer par les pays africains et par leur population. Voilà, on doit tous se faire irriguer par l'Afrique. C'est beau, c'est génial, et on va découvrir ça dans cette vidéo. Donc j'ai pas préparé ma fenêtre, évidemment. Hop, je suis en retard. Donc, j'ai intitulé mon dossier, comme vous pouvez le voir sur X, Vieux con. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'on va s'intéresser au cas d'Eric Orsena. Alors il y en a peut-être qui le connaissent, peut-être d'autres qui ne le connaissent pas du tout. Moi c'est mon cas, hein, je suis transparent avec vous, j'étais vraiment ignorant totalement de ce monsieur, hein, je ne connaissais absolument rien de lui. J'ai demandé à Grog de me le décrire, le résultat a été on ne peut plus intéressant. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire. Donc je vais d'abord vous montrer ces quelques propos sur la TV du Figaro. Où justement il s'est exprimé sur plusieurs trucs, notamment le premier clip ici très intéressant où il nous dit que la France doit se faire irriguer entièrement par l'Afrique parce que c'est une chance, parce que c'est tout ça. Et ici vous le voyez, hein, ce n'est pas le mot en deux, enfin l'expression en deux mots, c'est la grande irrigation. Eh oui, parce que c'est tous les bienfaits de l'immigration, etc. 79 ans, messieurs, dames. 79 ans, technocrate mondialiste, écrivain, gauche caviar, tout ce que vous voulez. Voilà, il rentre dans absolument tous les critères, boomer et tout, c'est absolument tous les critères. On va écouter ce monsieur. C'est quoi l'exposition coloniale? Il y a la grande crise de 29-30. La France est, comme tous les pays, en crise avec de la misère, du chômage, etc. Il décide de faire l'exposition coloniale dans le bois de Vincennes en disant, attention, d'accord, on ne va pas bien chez nous, mais nous, on a un empire. Exposition coloniale. Il y a eu autant de visiteurs que le nombre d'habitants de la France. 31 millions de visiteurs. Incroyable. Fascinés pour se reprendre. Oui, oui, attendez, on est quand même tout ça. D'autres projets. Et moi, ce qui me ravirait, ça ne peut pas exister, c'est qu'il n'y ait pas de colonisation, mais qu'on soit ensemble dans un espace plus large. Parce que tout ce côté de vitalité, d'humour, qui peut exister, de la musique, de l'art, ce qu'on doit à l'Afrique, à la fois dans la musique moderne et aussi dans l'art, vous imaginez. Ce qu'on doit à l'Afrique dans la musique moderne. Théodora, le nouveau rap français nul à chier. Magnifique, vive l'Afrique, hein, c'est beau. Les testicroustis aussi, c'est pas mal. Hein, et globalement, toute la frankistanisation du pays. Voilà, c'est ça qu'on doit à l'Afrique, c'est beau, c'est magnifique, on en veut encore plus. Mais s'il vous plaît, venez directement nous irriguer dans nos maisons, venez irriguer nos enfants. Hein, vous les aimez bien, venez les irriguer, nos femmes, tout. Irrigue-nous de ton amour, l'Africain. Irrigue-nous. Incroyable. Ah, ce qu'on doit à l'Afrique, c'est beau. On leur en doit tellement. Bon, moi, je vais pas aller plus loin parce qu'après YouTube peut me sanctionner. Je vais rien dire de plus, mais putain, c'est scandaleux sans déconner. Regardez ce que disait Picasso, de tout ce qui vient là. Et donc, moi j'ai eu, et puis... Être irrigué par ça, vous voudriez, la vieille Europe pourrait être renouvelée de l'intérieur par... Mais c'est beau, mais oui, mais qu'on se fasse renouveler par l'Afrique. Allez-y, renouveler absolument tout. Voilà, qu'on s'appelle tous Moussa dans 20 ans. C'est parti, go, maintenant, allez. C'est peut-être ce qui va permettre à Papacito de revenir en France, qui sait. La balle perdue.
Aïe, 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 putain, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ces discours, mon Dieu, mais waouh! Oh, j'adore quand ça vient d'un papy de 79 ans complètement à l'ouest. Oh, j'adore, franchement, c'est génial. Et à mon sens, ce qui va vraiment se passer, c'est pas le grand remplacement, c'est la grande irrigation. À condition que ces pays réussissent à se développer. C'est pour ça qu'on avait lancé. Et là, il parle de la France, hein, de tous ces pays-là, hein, qui ont réussi à se développer, puisque les autres vont nous irriguer. Hein, vous voyez, enfin moi j'interprète ça comme ça. Ou alors, il parle de l'Afrique qui va se développer, parce que juste à la fin, avant que le clip ne coupe, tout simplement, eh bien, il parle de ça, justement, d'un accord de développement. Il faut que, en gros, l'Europe développe encore plus l'Afrique pour que l'Afrique puisse nous irriguer de sa grandeur et de sa richesse, pour qu'à la fin, la France se développe et l'Europe se développe. C'est beau, c'est magnifique. Donc, c'est encore le même discours colonialiste que depuis les années 1800, quoi. C'est la même chose, hein. C'est toujours la gauche qui veut coloniser pour éduquer, afin qu'ils nous éduquent en retour. Mais d'abord, faut les éduquer avant. Enfin, c'est vraiment vous savez, le mythe du bon sauvage, ce genre de choses, que c'est absolument scandaleux. Bon, voilà, avec Jean-Pierre Cotte et tout ça, ce qu'on appelle le co-développement. Le co-développement, c'est beau, ça vend du rêve. On va regarder un autre clip ici, où on sort un peu du discours immigrationniste, etc., pour aller plus dans un discours pro-fonctionnaire, pro-service public, pro-État, pro-tout ce que vous voulez. Bon, bref, un putain de boomer gauchiste. Il vote PS depuis les débuts, quoi. Avant, il devait voter communiste, après, il a voté PS. Enfin, voilà. On va regarder ça. La France a, depuis quelque temps, oublié ce que c'est vraiment que l'effort. Mais cet oubli... on a fait, voilà, avec toutes les facilités qu'on peut avoir, c'est aussi lié à l'extraordinaire inégalité. Comment vous pouvez donner le goût de l'effort alors que nos profs sont payés moins, nettement moins que la plupart, que tous les profs dans l'Europe? Comment vous pouvez donner de la place à la science? Moi, j'étais administrateur de l'école normale supérieure. Voilà, il était administrateur de l'école normale supérieure, excuse-nous papy. Donc lui, en gros, si la jeunesse est autant à la ramasse, c'est parce que les profs français ne sont pas assez payés. Voilà, ça c'est son postulat de base. Moi j'en ai un autre postulat. Si la jeunesse française est autant à la ramasse, c'est parce que d'une, c'est fait exprès. De deux, il suffit de voir quelle jeunesse, laquelle, parce qu'il y a 3 types de jeunesse. Hein. T'as la jeunesse autochtone, voilà. T'as la jeunesse autochtone racaillisé et créolisé, en quelque sorte, au niveau culturel, au niveau même linguistique et tout ce que tu veux, gastronomique et compagnie, hein, complètement créolisé. Et ensuite, tu as la jeunesse de la créolisation, issue de l'immigration, etc. Il y a 3 types de jeunesse. C'est laquelle? Hein, tu parles de laquelle? Parce que si tu parles de la jeunesse autochtone des campagnes ou celle des familles conservatrices, je sais pas, bon, bref, des familles plutôt traditionnelles, hein, avec des cultures et une culture et des valeurs traditionnelles. Là, en général, le niveau de scolarisation, enfin le niveau scolaire, le niveau de culture, le niveau de l'intelligence, etc., tout ça, en général, c'est quand même au top level. Hein. En général, tu as des gens qui se démerdent pas trop mal dans la vie derrière. En revanche, la majorité, eh bien, elle est soit créolisée, soit venant directement de l'immigration. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose à fouiller, hein, de ce côté-là pour avoir des réponses sur le niveau aussi bas du niveau scolaire de la jeunesse actuelle en France. Encore une fois, ça dépend de quel type de jeunesse tu parles. Voilà, parce que moi, autour de moi, il y a de tout, hein, voilà, je côtoie de tout en termes de jeunesse. Il y a de la jeunesse qui est créolisée, bon, c'est nul. Il y a de la jeunesse qui vient de la créolisation, c'est nul aussi. Et t'as de la jeunesse un peu moins nombreuse, mais plus qualitative. Hein, donc moins en quantité, mais plus de qualité, donc c'est pas mal. Sur les familles un peu plus traditionnelles, etc., qui sont élevées dans des bonnes familles, avec des bonnes valeurs, avec le respect de leur pays, l'amour de la France et tout ce que vous voulez. Eh bien, eux, en général, ils se démerdent pas trop mal. Hein. Ils arrivent à avoir des carrières, ils arrivent à avoir des tafs, à avoir des diplômes, à bosser, à créer des boîtes, à faire des trucs, à fonder des familles. Très intéressant aussi ce point-là. Ils arrivent à fonder des familles, d'accord. Ils passent pas leur temps en bringue tous les week-ends, à se prendre des races et des murs jusqu'à 35 ans. Hein, pour après se dire, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Je tiens plus les cuites, mais je sais plus quoi faire d'autre. Ah, j'ai une vie de merde. Ah oui, mais... Non. Voilà. Donc,
il faut voir quel type de jeunesse, en fait, tu parles. Parce que si tu parles de cette jeunesse-là, t'es à côté de la plaque. Si tu parles des deux autres, oui, c'est vrai que oui. Les deux autres jeunesses, hein, elles ont quand même un niveau scolaire très très bas et un avenir très incertain. C'est le moins qu'on puisse dire. Bref, écoutons la suite. Pendant 7 ans. Et j'ai vu la bascule. Les génies de mathématiques, c'est-à-dire vraiment des génies mathématiques. C'est pas les bons ingénieurs que je respecte, mais c'est les génies mathématiques. Bien, ça avait la possibilité, soit à 40 ans, en continuant la recherche, d'avoir 40 000 euros par an, soit entrer dans la finance, à 26 ans commencer à 250 000 et avec des primes dépasser le million. Alors que, ou d'être acheté par les États-Unis qui vous récupèrent. Ou alors partir dans un laboratoire américain. Ou alors, ben oui, c'est ça le problème, c'est la fuite des cerveaux. Hein. C'est l'un des plus gros problèmes en France. La fuite des cerveaux, c'est un truc absolument scandaleux dont tout le monde se fout en fait. On forme des gens, on a une qualité de formation dans les grandes écoles, etc. en France qui est quand même top en termes de formation, je parle. Pas en termes d'idéologie qui est intégrée aux gens, là c'est catastrophique. Mais en termes de formation, de compétences, on a quand même ce qu'il faut en France, d'accord ? La France, ça a quand même été en Europe parmi les premières universités du monde, hein, avec les universités britanniques, etc. aussi. On a quand même un gros pôle de formation très qualitatif en Europe de l'Ouest. La France fait partie des meilleurs également. Le problème, c'est à qui tu donnes tes formations. Donc, évidemment, on fait le tri déjà sur les 3 types de jeunesse, comme on en a parlé tout à l'heure. Et surtout, comment tu retiens ces gens une fois que tu les as formés. Quand en France, des ingénieurs peuvent toucher 3 000, 3 500 euros, que tu as l'impression qu'ils ont touché le gros lot, que c'est devenu des ultra méga riches, etc. Parce qu'en fait, tout le monde devient pauvre. Hein, c'est assez ridicule. Hein. En France, on est classé riche à 4 000 et quelques euros. À partir de 4 000 euros, vous êtes considéré comme riche. 4 000 euros. Là, je vais faire un truc. Si vous avez les neurones branchés correctement, que vous n'êtes pas des rageux de la vie, etc., 4 000 euros, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas beaucoup. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus que ce qu'on touche la plupart. Hein. Même moi, je touche même pas encore ça. Mais 4 000 euros, c'est pas non plus le stade de richesse ultime. Et pourtant, si en France, quand on regarde les scores financiers, etc., et les études financières, à 4 000 euros, vous êtes considéré comme riche. Un ingénieur en France va toucher 3 500 balles. En gros, hein, 3 000, 3 500 balles. C'est un très très bon salaire, mais c'est pas non plus au niveau de ses compétences. Il va dans d'autres pays, type États-Unis par exemple, il va toucher 4 fois plus. Voilà. Le mec va toucher 10-15 000 $ par mois pour les mêmes compétences. Un grand chirurgien en France va toucher un bon salaire. Aux États-Unis, il va toucher 3 fois plus. Voilà. C'est ça la réalité de la France. C'est ça la fuite des cerveaux. Ceux qui ont la possibilité de se barrent direct sans hésiter en fait. Les seuls qui restent en France, c'est soit des gens qui ne sont pas attirés par l'expatriation, par découvrir d'autres pays ou simplement toucher plus d'argent à l'étranger, ils veulent rester en France, soit c'est des gens qui ne sont pas à l'aise avec les pays étrangers, soit c'est simplement des gens qui n'ont pas d'ambition ou n'importe. La plupart des gens, quand vous voyez des médecins rester en France, etc., c'est souvent des gens qui aiment le pays, qui aiment la France. Donc eux, ils veulent rester, ça ne les intéresse pas de partir. Mais il y en a une grosse partie aussi qui n'ont pas les capacités. S'ils avaient les capacités, on en perdrait encore plus. Et ça, c'est valable pour les médecins, les ingénieurs, tout ce que vous voulez. S'ils avaient les capacités et les opportunités surtout d'être recrutés à l'étranger, ils se barreraient tous. Il suffit de voir ce qui se passe avec les cadres dans la finance, avec les cadres, enfin les ingénieurs qui sortent de l'intelligence artificielle, etc. Tout ça, tous ces mecs-là se barrent. Mais parce qu'ils vont toucher 10 fois plus. L'intelligence artificielle, c'est un des domaines qui rapporte le plus. La cybersécurité, etc. Et ils se barrent tous à l'étranger. La fuite des cerveaux, c'est l'un des trucs sur lesquels il faut lutter absolument. Bref, désolé pour cette divagation, mais ça méritait quand même d'être dit, je pense. Américain. C'est-à-dire la souveraineté, elle est là. Donc d'un côté, c'est une souveraineté qui est rongée par la finance ou rongée par les autres, qui donnent la valeur aux choses. Comment vous pouvez imaginer aujourd'hui l'effort quand vous voyez ceux qui nous nourrissent, les agriculteurs. C'est pour ça que je me bats pour les agriculteurs, depuis toujours, parce que je suis prof d'économie des matières premières, donc je connais ça. Quand on m'a proposé d'être ministre de la Culture, j'ai dit non, essayez-moi l'agriculture, vous verrez. Je ne suis pas si bête là-dedans. Et comment vous imaginez le mépris dans lequel on le tient? On ne donne évidemment pas assez à ceux qui nous nourrissent, à ceux qui nous enseignent. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'effort aussi. Mais on ne donne pas assez, c'est pas qu'on ne donne pas assez, c'est qu'on leur prend trop. Il faut arrêter avec ce truc de on leur donne pas assez. On leur donne pas assez de quoi?
On leur prend trop, on leur prend de la liberté d'exploitation, on leur prend trop d'argent, et oui, et on leur prend trop de temps, puisqu'en fait, en leur retirant toutes les libertés d'exploitation et de continuer, en fait, comment on toujours travaille. En fait, depuis une cinquantaine d'années, soit une quarantaine d'années, hein, parce que si on prend depuis les années 80, en gros, depuis les années 80-90, les normes pour les agriculteurs, etc., n'ont eu de cesse que d'exploser, d'en avoir toujours de plus en plus, en fait, mais des normes absolument ridicules. Ah, ta haie, elle est trop haute de 4 cm. Ah, toi là-bas, t'as ton champ qui est trop labouré. Ah, toi là-bas, t'as ton champ, t'as mis de l'engrais, faut pas, faut ce type d'engrais-là, parce que machin. Dans le temps, ils ont toujours bossé. En fait, on faisait confiance aux agriculteurs. Chacun se démerdait. Les agriculteurs connaissaient leurs terres, ils connaissaient leurs produits, ils connaissaient leurs bêtes, ils connaissaient leur métier. Actuellement, on a des gens qui ne connaissent pas le métier de l'agriculture, qui dirigent justement les pôles de l'agriculture en France et qui pourrissent ce pôle-là de normes, etc. et de contraintes toujours plus débiles les unes que les autres. Au lieu de toujours dire « Ah non, mais on leur donne pas assez d'argent, genre il faut les abreuver d'aide. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Faut arrêter l'assistanat en France. C'est pas en abreuvant les gens d'aide que tu vas les aider à se développer. En les abreuvant d'aide, tu les tiens prisonniers d'un système. Il faut retirer les aides des agriculteurs et retirer les normes. Puisque là, seulement, ils pourront travailler eux-mêmes. Donc, bon, tu retires d'abord les normes et ensuite tu retires les aides. Voilà, c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche. Tu retires les normes, tu les pousses à reprendre leurs exploitations et à réexploiter comme il faut, en fait, comme on a toujours fait, hein, tout simplement. En enlevant toutes les normes et compagnie, et comme ça c'est très bien, t'enlèves en fait cette espèce de carcan absolument ridicule que t'as posé, cette espèce de cloche isolante que t'as posée sur les agriculteurs. Ils sont étouffés par toutes les normes, toutes les contraintes qu'il y a de partout. Tu leur redonnes plus de liberté, tu les taxes un peu moins, et tu verras que tout de suite on va retrouver une agriculture absolument incroyable en France. On a des terres riches, on a un patrimoine gastronomique, agricole, tout ce que tu veux, hyper riche. On a un terroir puissant, reconnu, très important, reconnu et riche. Et pourtant, on l'encule à longueur de temps. Bref. Enfin, on va pas écouter le dernier extrait. Ça dure 20 secondes, c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, hein, il a eu le prix Goncourt. C'est un monsieur qui se rêvait en gagnant du prix Goncourt. Ça vous en dit beaucoup sur la personne, hein, n'est-ce pas ? Et donc ici, on a une description qui a été faite par Grok. On va regarder, je lui ai demandé de me décrire en fait cette personne, parce que je la connaissais absolument pas, le nom m'était totalement inconnu. Et on va regarder qui est cette personne pour finir cette vidéo ici. Donc, Éric Orsenat, de son vrai nom, Éric Arnoux, est né en 1947 à Paris. C'est un écrivain, économiste et académicien français. Donc il a le fauteuil 17 à l'Académie française depuis 98. Une grande qualité de personne. Il a été plume et conseiller culturel de François Mitterrand dans les années 80, puis haut fonctionnaire au Conseil d'État. Je découvre avec vous la description. C'est-à-dire que j'ai demandé à Grog, je l'ai copié-collé pour en faire un post, pour pouvoir le mettre dans ma vidéo. J'ai absolument pas lu. Je vous jure que j'ai vraiment pas lu. Donc là, je découvre. Ici, on va surligner les trucs intéressants. Donc, on a donc académicien, voilà, il fait partie de l'académie, donc ça c'est très intéressant. Hein. C'est un pur produit de l'élite technocratique et mondialiste de gauche caviar. C'est beau, c'est magnifique. Sciences Po, London, donc les grandes écoles d'économie à Londres. La plume du président socialiste qui a ouvert les vannes de l'immigration, de l'Europe technocratique et du déclin culturel. Un académicien qui défend la langue française tout en embrassant joyeusement la francophonie africaine et la mondialisation heureuse. Là où un vrai patriote verrait d'abord la France éternelle, ses racines chrétiennes, son peuple et sa souveraineté menacés. Bon, ça c'est par rapport à mon profil qu'il dit ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu ça justement ici. Il incarne ce que beaucoup de conservateurs déplorent, l'intellectuel brillant, ironique et ouvert, qui préfère les récits sur l'eau, le coton et la mer plutôt que de défendre fermement l'identité française face au grand remplacement et à l'effacement des traditions. Sympathique dans la forme, mais profondément ancré dans le camp progressiste qui a accompagné et souvent célébré la déconstruction de la France que nous aimons. Un immortel qui navigue plus avec le vent du progressisme qu'avec les racines profondes de la patrie. Voilà un peu comment ça vous décrit ce cher monsieur. Donc évidemment, c'est pas très très étonnant.
Je souhaite qu'il se fasse grand irriguer, hein, comme on a quelqu'un Imigaté du coup sur X, qui est un follower de longue date, qui nous dit je lui souhaite aussi la grande irrigation dans son derche. Voilà, je suis totalement d'accord avec qu'il se fasse irriguer le postérieur, ce cher monsieur. Il le mérite sûrement plus que nous, hein, voilà, avec ses grandes qualités. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'en ai marre de tous ces gens. Il va falloir un jour qu'on les mette en prison, qu'on les foute à la porte ou je ne sais quoi. Bref, prenez soin de vous, amusez-vous bien, passez un bon week-end. Ciao.